Mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Les voies respiratoires sont ouvertes sur le milieu extérieur. La conséquence en est les échanges de mauvais procédés entre les voies et l'environnement, notamment par les temps secs et frais, comme c'est le cas actuellement au Burkina Faso. On comprend aisément que les infections aiguës respiratoires constituent des préoccupations actuelles de nos populations. Une infection respiratoire est caractérisée par une infection des voies respiratoires des poumons. Elle se manifeste par des signes tels que des éternuements, de la toux, de la fièvre, des maux de gorge et des écoulements nasaux. Il existe des manifestations liées aux voies respiratoires hautes, ORL, et aux basses pneumologies. Et pour parler des manifestations respiratoires en relation avec les conditions climatiques actuelles, je reçois pour vous professeur Kambadilemba Woba. Professeur Woba est médecin-chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale au CHU Yalgado Ouedraogo. Il est également professeur titulaire de la chaire ORL à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Avec nous ce soir, professeur Martial Ouedraogo, pneumologue. Professeur Ouedraogo est médecin-chef du service pneumologie du CHU Yalgado Ouedraogo, titulaire de chaire de pneumologie à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Docteur Marthe Sandrine Lompo-Sano. Docteur Lompo est médecin du travail, assistante à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Madame et messieurs, bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Pour participer à votre émission, il faut appeler au 25 40 79 03. Tout d'abord, au nom de l'équipe de production de Santé Mag et au nom des invités, je voulais vous formuler nos vœux de santé, paix, réussite dans vos entreprises respectives, une bonne et heureuse année 2018 et prompt rétablissement aux malades. Qu'appelle-t-on voie respiratoire haute, professeur Ouba? Merci madame. Je voulais d'abord vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau pour parler de ce sujet qui est d'actualité. Alors, l'air que nous respirons pour atteindre les poumons est obligé de faire un trajet. Il va parcourir un segment initial qui est le segment des voies respiratoires supérieures et puis un segment inférieur qui représente les voies respiratoires inférieures. Alors, concernant les voies respiratoires supérieures, comme vous le voyez très bien, ça commence par le nez, puisque nous respirons d'abord par le nez. Mais au nez, il faut associer des cavités creusées dans le massif facial qu'on appelle les sinus. Ce qui fait que le nez et les sinus forment une entité fonctionnelle dont nous allons voir l'importance après. Après le nez et les sinus, vous avez la gorge. La gorge, c'est ce que nous appelons le pharynx. C'est ce que tout le monde voit quand on ouvre bien la bouche. On voit donc la partie moyenne du pharynx, où se trouvent les amygdales palatines.
Et puis, vous avez le larynx, qui est le segment qui sépare les voies respiratoires supérieures des voies respiratoires inférieures. Et c'est cet organe qui nous permet en plus de parler, parce que c'est à ce niveau que se trouvent les cordes vocales. Donc voilà un peu ces voies respiratoires supérieures auxquelles il faut associer quelque chose qui n'est pas habituel, c'est l'oreille. Les cavités de l'oreille moyenne communiquent largement avec les voies respiratoires supérieures et vous allez voir que ceux qui ont des problèmes d'angine peuvent développer en plus une otite. Professeur Ouédraogo, qu'appelle-t-on voie respiratoire basse? Alors, merci d'abord de nous avoir invités. Alors, comme l'a dit le professeur Ouba, il existe effectivement un couloir qui nous amène l'air de narines jusqu'aux confins des poumons. Et donc, il y a une limite entre les deux voies. Et en haut, vous avez les voies respiratoires hautes et en bas, les voies respiratoires basses. Donc, les voies respiratoires basses succèdent aux voies respiratoires hautes. Donc, c'est le couloir qui amène l'air à partir des voies respiratoires hautes jusqu'aux poumons pour les échanges gazeux respiratoires, donc, qui, de ce fait, permet l'élimination du gaz carbonique et l'acheminement de l'oxygène à l'organisme. Donc, vous aurez la trachée, les bronches jusqu'aux poumons. Et quelles sont les manifestations respiratoires autres que vous recevez en cette période de l'année dans vos services? Très bien. Alors, c'est bon de les considérer par segment. Au niveau du complexe naso-sinusien, c'est-à-dire du nez des sinus, c'est d'abord les rhinites. C'est ce qu'on appelle couramment les rhumes. Mais il y a aussi les sinusites. Et généralement, l'un va avec l'autre. Nous allons parler de rhinosinusite, mais c'est bon de distinguer. Tout à l'heure, nous allons préciser quelle est la différence entre le rhume et la sinusite. Donc, c'est d'abord le rhume et c'est également les sinusites. À la partie moyenne, vous avez les angines. Et vous savez que c'est également un motif très fréquent de consultation. Et ces angines-là sont souvent très bruyantes, mais elles peuvent également évoluer à bas bruit vers la chronicité. Et puis vous avez, à un étage inférieur, vous avez les laryngites. C'est l'inflammation de cet organe qui nous permet, certes, de parler, mais également de respirer. Et à ce niveau, le danger, c'est que lorsque vous avez une laryngite, vous pouvez avoir un rétrécissement de la filière respiratoire et entraîner des difficultés respiratoires. Donc, si on se résume, c'est les rhinites, les sinusites, les angines, les laryngites, auxquelles il faut associer nécessairement les otites moyennes, qui sont très fréquentes et qui sont souvent secondaires aux infections des voies respiratoires. Et au niveau des manifestations respiratoires basses, quelles sont les pathologies qui reviennent plus souvent chez vous? Alors là également, il faut les regrouper par tiroir. Vous avez d'abord les décompensations de pathologies connues, qui sont des pathologies contrôlables, mais qui, par ces conditions climatiques, peuvent donc se décompenser. Vous avez, par exemple, l'asthme qui est en tête de file et les bronchites. Dans un deuxième temps, vous avez ce qu'on appelle les décompensations de maladies qui sont sources d'insuffisance respiratoire chronique. Ces maladies peuvent être, par exemple, des séquelles de tuberculose. Le malade se sait malade, mais il est compensé. Il a une insuffisance respiratoire, mais il est compensé. Vous avez également tout un groupe de maladies donc, qui entraînent une obstruction des poumons non réversible qu'on appelle les bronchopnéumopathies chroniques obstructives. Après cela, il y a un autre groupe donc, qui devrait comporter les maladies infectieuses. C'est les bronchopnéumopathies infectieuses qui peuvent être donc, virales comme bactériennes. Et enfin, par ce temps qui court, surtout que c'est un temps qui est souvent empoussiéré, alors donc, vous avez les maladies de surcharge liées au taux d'empoussiérage qui est élevé. Donc le poumon n'arrive plus à éliminer convenablement les suspensions. On appelle ça les pneumopathies de surcharge. D'accord. Docteur Lombo, existe-t-il par ce temps des travailleurs plus exposés que d'autres de par leurs conditions d'exercice? Merci. Alors, effectivement, en ces temps, on a un certain nombre de travailleurs qui sont exposés aux conditions donc, climatiques. Et nous sommes à la télé, je vais commencer par les journalistes qui font des reportages en extérieur. Ce sont des gens qui sont donc amenés à travailler pendant longtemps
donc, dans cet environnement qui sont exposés. On a les travailleurs du secteur informel qui sont là. Je pense aux travailleurs, donc aux marchands ambulants. Je pense à tous ceux qui sont aux abords des voies et qui mènent leur activité. Les mécaniciens, les menuisiers, les vendeurs, toutes ces personnes sont des travailleurs qui sont exposés. Je pense à ces personnes qui sont là et qui assurent notre sécurité au quotidien, le corps habillé, les policiers. Je pense aux femmes qui s'occupent de l'entretien des voies. Je pense également aux travailleurs de l'administration publique et qui sont amenés de par leur activité à circuler régulièrement. Je pense aux agents de liaison. Voici un peu une population de travailleurs qui est très exposée. Le climat actuel au Burkina Faso est marqué par un vent sec et de la poussière. Un vent poussiéreux qui transporte entre autres des virus, occasionnant beaucoup de maladies liées à l'arbre respiratoire. Que ce soit au service ORL chirurgie cervico-faciale ou au service de pneumologie du CHU Algado Ouédraogo, le motif de consultation qui se détache du lot reste les manifestations respiratoires. Daouda Ouattara et Lazare Pouya ont fait un tour dans ces deux services et voici leur reportage. Période marquée par une saison sèche et froide accompagnée de poussière ou de brouillard, le temps actuel est animé de vent. Ce vent transporte malheureusement, entre autres, des virus nocifs pour la santé. Au niveau du service de pneumologie du centre hospitalier universitaire Algado Ouédraogo, les principales causes de consultation sont les infections respiratoires. Les principales causes de consultation, c'est d'abord parce que le patient tousse. On va aller en symptômes, il tousse, il vient en consultation. C'est ça qui amène le malade en général dans nos services de pneumologie. Mais nous, quand on les reçoit, le diagnostic qui est posé, si on va sur le plan du diagnostic, la principale cause que nous retrouvons, c'est l'asthme. Nous avons d'abord l'asthme, ensuite, que ce soit des patients d'ailleurs asthmatiques connus ou des asthmes qui sont de découverte comme ça à cette période de l'année. Nous avons ensuite les bronchites aiguës, qu'on retrouve en deuxième position. Nous avons également les surinfections des bronchites chroniques. Elles sont relativement fréquentes quand même parce que les infections respiratoires constituent quand même les premiers motifs de consultation, que ce soit en milieu hospitalier, que ce soit en consultation externe. Mais c'est vrai que nous sommes un service spécialisé, donc tous ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont des infections respiratoires. Dans le service ORL et de la chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Algado Ouédraogo, beaucoup de patients sont également reçus pour diverses raisons dues à l'harmattan. Nous recevons beaucoup de patients, effectivement, avec des infections respiratoires des voies supérieures. Et ces infections comprennent surtout le rhume banal que tout le monde connaît, qui se manifeste par le nez qui coule et le nez qui est bouché, des pharyngites, dont la manifestation c'est surtout le mal de gorge, et une trachéite, la trachéite qui se manifeste surtout par une toux. Et il faut dire que ces infections, vu l'harmattan, sont surtout favorisées par des virus qui sont véhiculés par le vent que l'on a actuellement avec ce climat. Depuis la période de novembre jusqu'en février, habituellement, on constate un accroissement du nombre de patients qui consultent pour ces infections. Et c'est ce qu'il faut ajouter. Il faut dire que 90% de ces infections sont favorisées, sont provoquées par des virus. Et on sait que ce temps d'harmattan, le vent est un facteur favorisant pour véhiculer ces virus. De novembre à février, le nombre de patients s'accroît dans ces deux services ci-dessus cités du fait du vent sec accompagné de poussière. Le vent qui favorise la propagation des virus et deuxièmement, il y a le froid. Il faut dire en réalité, ce n'est pas le froid en tant que tel, c'est parce que cette période de froid s'accompagne de vent. Nous parlions tantôt de cette saison qui est l'harmattan. L'impact est que ces vents transportent des virus, des bactéries. Ce vent transporte aussi des substances qui sont agressives pour le poumon. Donc, nous avons des patients qui étaient stables, qui ne se connaissaient pas, soit ils ne se connaissaient pas asthmatiques ou bronchitiques, et à la faveur de ce vent qui transporte toutes ces substances, ils déclenchent leur maladie. Et pour éviter toutes ces maladies,
les spécialistes de la santé conseillent les populations à plus de protection individuelle et collective et fréquenter les formations sanitaires. Le premier conseil, ne pas banaliser une toux. Donc la première des choses, je demanderais à la population d'aller en consultation. C'est surtout se protéger contre le vent. Je vois de plus en plus que ceux qui circulent à moto utilisent beaucoup les cache-nez. Et ça, c'est une très bonne chose. Et également, il faut se laver régulièrement les mains parce que quelqu'un qui a une infection des voies respiratoires supérieures, le fait de tousser et d'aller saluer une autre personne, c'est un facteur de véhicule de cette infection. C'est certainement à ce prix que les populations peuvent éviter les complications des infections respiratoires aiguës. Le tableau est identique dans la région du Nord où des patients ayant des manifestations respiratoires sont dirigés des formations sanitaires vers le CHR de Waiguya, une situation qui est due à l'insuffisance des spécialistes en pneumologie. Daouda Ouattara et Lazare Pouya ont sillonné quelques formations sanitaires. Suivez leurs témoignages. Dans le service de pneumologie du centre hospitalier régional de Waiguya, les principales raisons de consultation sont multiples. Au CHR de Waiguya, en consultation de pneumologie, les principaux symptômes présentés, signalés par les patients, c'est la toux, suivi de la gêne respiratoire, communément appelée dyspnée respiratoire, et également les écoulements nasaux. Les principales pathologies, c'est surtout la bronchite aiguë, les exacerbations d'asthme ou un diagnostic récent d'asthme, les exacerbations de bronchite chronique ou d'emphysème pulmonaire. Venus de différentes provinces et des formations sanitaires de la région du Nord, les patients reçoivent ici des soins de l'unique spécialiste du domaine. Nos patients viennent de toute la région du Nord. Nous avons des patients venant de Yako, des patients venant de Goursi, des patients venant de Séguénéga. Voilà. Donc, et ce n'est pas obligé que tous les patients viennent en consultation de pneumologie. Les patients peuvent passer par les médecins, chez les médecins généralistes. C'est toute une chaîne. Donc, ils peuvent consulter d'abord au niveau des CSPS. Et de là-bas, s'ils n'arrivent pas à prendre en charge, ils peuvent orienter vers un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un médecin pneumologue, donc pour que la prise en charge soit bien faite. Les cas de bronchite aiguë et de l'asthme semblent être les plus vus en consultation au niveau de la région. D'où le cri de cœur du docteur Nakanabo. C'est de consulter dans un centre de santé pour tous ces symptômes respiratoires, la toux, la dyspnée ou la douleur thoracique, ou les écoulements nasaux, donc de toujours consulter auprès d'un agent de santé. Aussi demander à la population que devant une toux, de toujours se protéger. À savoir aussi que certaines infections respiratoires peuvent être prévenues par la vaccination. Notre équipe de reportage a rencontré quelques patients qui ont bien voulu s'exprimer sur leurs manifestations respiratoires. Comment vivent-ils avec en cette période favorable à la survenue des crises? Comment se protègent-ils? Suivez les témoignages recueillis à Ouagadougou et dans la région du Nord. C'est toujours avec Daouda Ouattara et Lazare Pouya. Le mal il a commencé en février 2017, surtout par le rhume, surtout allergique dû à la poussière et à certaines allergènes. Et il y a la toux, il y a le nez qui coule souvent, il y a le nez qui est bouché parfois. Et c'est comme ça que je vis avec ça. Bon, particulièrement en cette période, c'est surtout la protection contre le froid. Il faut bien s'habiller chaud et imbiber les muqueuses nasales de beurre de karité. Et surtout porter les masques de protection contre la poussière. Ça a commencé avec la poussière, bon, tout consort comme ça, mais maintenant là, je ne me crains pas beaucoup. Je peux dire que c'est avant Noël, parce que j'ai eu un travail, j'ai travaillé ça seul, et puis ce jour-là j'ai absorbé beaucoup de sang du poids là. Quand j'ai absorbé ça, après Noël, j'ai senti un peu la douleur. Bon, j'ai supporté ça comme ça. Après Noël, le 3 janvier, la famille me dit qu'il faut qu'on m'amène à l'hôpital. Je souffre de l'asthme. Donc, j'ai commencé les caractéristiques de l'asthme depuis l'année passée. Mais ça m'a pris comme un tout.
Et l'année passée, quand j'ai réussi à traiter le tout là, ça passait. Mais cette année, vraiment, ça n'allait pas, surtout début novembre, là, avec la poussière, le vent qui souffre, ça n'allait pas. Donc, je suis allée en consultation. Et je suis enceinte, donc, comme je suis allée à la maternité, je les ai expliqué que j'ai un problème de respiration. Et puis, ils me disent que de venir au CHR. En cette période, comment est-ce que vous souffrez avec ce mal? Ah, vraiment, à cette période-là, ça ne va pas. Il faut bien te protéger, il y a la poussière. Et puis, dans les milieux publics aussi, les odeurs, là où ça me dérange vraiment. Depuis 1991, la nuit, quand je me couche, vers minuit comme ça, j'entends des sifflements. Quand je respire, plusieurs sifflements. Donc, à l'époque, j'ai contacté un docteur. Il m'a prescrit des produits. J'ai commencé à prendre. Jusqu'à 97, on a fait une marche à 8 km comme ça. En cours de route, je suis tombé. Immédiatement, on m'a ramené à l'hôpital. Et là, après des examens, on a constaté que je souffrais de l'asthme. Voilà. Depuis lors, c'est ça que je suis traité. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Woba, qu'est-ce qui favorise les manifestations respiratoires hautes? Alors, je pense que le reportage l'a déjà plus ou moins montré. Il faut commencer d'abord par la pollution. Et la pollution dans toutes ses expressions. Il peut s'agir de la pollution naturelle, dont on a parlé tantôt, savoir l'harmattan sec, frais et chargé de poussière. Mais il y a aussi la pollution générée par les sites industriels qui, malheureusement, sont situés en pleine ville, dans nos pays. Et vous avez également la pollution qui est générée par nos propres véhicules à moteur. C'est donc un tel mélange constitue un véritable cocktail favorisant les infections des voies respiratoires hautes. Deuxième élément, c'est l'âge. Les deux extrêmes de la vie sont des facteurs favorisants. Vous voyez, le tout jeune enfant, dont la maturité immunitaire n'est pas encore tout à fait efficace, l'expose à ces infections. Et de l'autre côté, chez le sujet âgé, le déclin de cette immunité expose également le sujet à des infections respiratoires. Alors, à côté de ça, vous avez tous les états de malnutrition qui font que ces enfants fragilisés sont également exposés. Donc, c'est des facteurs favorisants qu'il faut prendre en compte. Et pour vraiment bien cerner ça, il faut mettre en compte tous les états qui dépriment les défenses immunitaires. Que ce soit les maladies sévères, que ce soit les allergies, notamment le diabète. Le diabète favorise cela, les maladies du foie favorisent cela. Et donc, c'est autant de facteurs qui favorisent ces infections. Maintenant, ces facteurs favorisants vont préparer le lit aux infections, que ce soit des infections virales ou des infections bactériennes. Mais quelle est l'importance en termes de fréquence de ces différentes pathologies, de ces différentes manifestations? Alors, il suffit de regarder nos consultations. Je prendrai l'exemple du CHU Yalgado Ouedraogo. Vous savez que le service ORL accueille à peu près 8 000 patients à 10 000 patients par an. Parmi ces 8 000 et 10 000 patients, 10% nous viennent pour des infections des voies respiratoires hautes. C'est beaucoup, quand on sait qu'il y a des complications qui vont avec. Mais lorsque vous regardez d'une manière générale dans nos pays sahéliens qui sont balayés par les alizés et les harmattans, c'est une situation qui est à peu près similaire. D'accord. Retour sur les manifestations respiratoires basses avec professeur Ouedraogo. Quels sont les facteurs qui favorisent ces pathologies? Merci. Alors, il est important de savoir que les voies respiratoires sont pourvues de mécanismes de défense. Il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle les moyens de défense mécaniques. C'est-à-dire que l'arbre respiratoire est pourvu d'une machine
qui permet de ramener les particules, y compris les microbes, au niveau du haut appareil. Et ces microbes-là sont éliminés par des réflexes comme le raclement de gorge, la toux, l'éternuement, etc. Également, il existe un autre niveau de défense qu'on appelle les défenses immunologiques, qui sont en deux temps. Il y a des soldats qui sont en permanence au niveau donc, des voies respiratoires et qui sont chargés donc, de, si vous voulez, de gérer, si vous voulez, ces particules, que ce soit des microbes ou en tout cas des particules de la suspension. Et lorsque ces sentinelles-là sont débordées, ces sentinelles font appel aux défenses qui sont au niveau du système général, qui vient donc en renfort. Donc ça fonctionne comme une armée. Alors, mais évidemment, par ce temps qui court, il y a un taux d'empoussiérage élevé, il y a une augmentation de la suspension, y compris en particulier de poussière, mais également en gel. Donc ces moyens de défense-là, mécaniques et immunologiques, peuvent être débordés. Et c'est comme ça que naissent les maladies respiratoires. Mais il faut noter également qu'il y a l'absence de prévention de certaines de ces infections chez les sujets tarés. Par exemple, il y a la vaccination contre les sujets tarés. Les sujets tarés, c'est par exemple des sujets, je l'avais dit tantôt, qui ont déjà une insuffisance respiratoire chronique du fait d'une maladie. Donc, il y a des vaccinations qui les permettent de ne pas faire certaines pathologies, comme par exemple les infections pulmonaires à un gène qu'on appelle le pneumocoque. Donc voilà un peu ce qui favorise les infections respiratoires basses. Et dans le milieu du travail, docteur Lompo, quel est l'état des lieux actuel en matière de manifestations respiratoires hautes comme basses? Okay. Je pense que le milieu du travail, les travailleurs ils présentent les mêmes pathologies que la population générale. Donc, à ce niveau également, on a une grande fréquence des pathologies aussi bien hautes que basses. Donc, ils viennent très souvent pour consulter pour des rhinites, pour des angines, pour des exacerbations d'asthme, des bronchites, etc. D'accord. Professeur Bouba, quelle est la différence entre un rhume et une sinusite? Très bien, je pense que votre question vient à propos parce que parmi tout le panel des infections respiratoires hautes, actuellement on pense surtout au rhume et aux sinusites. C'est ce que... Alors, stricto sensu, le rhume, le problème se situe essentiellement au niveau des fosses nasales. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas le nez. La sinusite, le problème se situe au niveau du sinus. Mais, comme je vous le disais tantôt à l'introduction, les fosses nasales sont pour le sinus ce que le salon est pour la chambre à coucher. Donc, si vous avez un rhume qui perdure, vous allez finir par développer une sinusite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les deux sont souvent associés. Donc, le rhume, c'est les fosses nasales, les sinusites, c'est les sinus, mais l'un va souvent avec l'autre. Cela d'autant plus que la sinusite est souvent une complication. Du rhume. Voilà. Professeur, est-ce qu'il existe une relation entre l'asthme et les infections respiratoires aiguës? Alors, la seule et la principale relation qui existe entre l'asthme et les infections respiratoires aiguës, c'est que l'infection respiratoire, qu'elle soit haute ou basse, peut réveiller un asthme. C'est des circonstances déclenchantes. Et on voit souvent en consultation, le patient vous dit, ça a commencé d'abord par un rhume, puis après ma gorge a commencé à me gratter, et après j'ai commencé à tousser, et après j'ai commencé à faire ma crise. Donc c'est la relation qu'il peut y avoir entre une infection respiratoire et l'asthme. Et l'asthme. Est-ce qu'il y a des relations entre la tuberculose pulmonaire et cette période? C'est vrai que très souvent les patients s'inquiètent. Mais quand on quand on voit le mécanisme de survenue d'une tuberculose, ça n'a forcément pas de rapport. D'autant que quand vous avez une tuberculose pulmonaire, c'est une réactivation d'un gène qui se trouve en état de quiescence dans l'organisme. Et c'est lorsqu'il y a des circonstances qui dépriment l'organisme, que ces circonstances soient, j'allais dire, circonstancielles ou définitives, et à ce moment, vous pouvez faire une tuberculose. Donc, c'est une infection ancienne, et l'organisme vivait en équilibre avec le gène, et lors d'un déficit immunitaire, le gène se met à évoluer.
Donc je ne crois pas que ça soit lié à cette période. D'accord. Peut-on considérer les infections respiratoires que présentent les travailleurs en cette période comme étant des maladies professionnelles? Docteur Lombo. Et la question vient à point nommé. Ça me permet de faire une distinction entre ce qu'on appelle maladie professionnelle et maladie professionnelle indemnisable. Parce que très souvent, quand on dit maladie professionnelle, les gens pensent à indemnisable. Indemnisable, ça veut dire que la maladie, elle existe sur un tableau de maladies professionnelles. Et donc, si un patient contracte une telle maladie, il est pris en charge par un organisme de sécurité sociale. Mais quand on parle de maladie professionnelle, au sens strict, ça veut dire une maladie dont la cause est liée aux conditions dans lesquelles un travailleur exerce son activité. Et donc, on peut dire que, dans ce cas, les pathologies respiratoires peuvent, dans certains contextes, donc, être considérées comme maladies professionnelles. Si je prends le cas d'un travailleur, ça a été dit dans le reportage, un travailleur qui ne fait pas asthmatique, mais qui, du fait d'une exposition professionnelle, qui travaille au bord de la route et qui est exposé, qui voit son asthme donc se développer ou s'aggraver. À ce moment, on parle d'asthme aggravé par l'activité professionnelle. Donc, c'est une maladie professionnelle. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des mécanismes ici permettant d'apprécier le niveau de pollution, comme c'est le cas en Europe et en Asie? Est-ce qu'il y a ces dispositions-là ici? Des mesures d'alerte? Pour l'instant, au Burkina, je n'en connais pas. C'est vrai que certaines structures, peut-être comme la météo, effectuent des mesurages ponctuels, mais il n'y a pas une structure, donc un système d'alerte en tant que tel comme en Europe. D'accord. Professeur, quelles sont les principales complications des manifestations respiratoires hautes? Alors, ces complications sont diverses et malheureusement souvent graves. Mais pour mieux les comprendre, il faut les prendre par étage. Quand vous prenez le cas des rhinosinusites, des rhumes ou des sinusites, premier étage, vous voyez, c'est des complications principalement de voisinage. Vous avez le cerveau qui est juste derrière, vous pouvez avoir des méningites, après une sinusite. Lorsque vous prenez les angines, c'est l'étage moyen, mais les complications, c'est déjà l'atteinte de l'oreille moyenne, par continuité, tout simplement. Ou bien la formation d'une collection suppurée dans l'espace du cou, que nous appelons les abcès cervicaux. Et quand vous descendez au niveau de larynx, c'était une filière qui est unique, qui est fine. Lorsque vous avez une laryngite, mais vous pouvez avoir une fermeture du couloir de passage vers le poumon. Et vous avez donc une dyspnée, c'est-à-dire une gêne respiratoire qui peut aller jusqu'à l'asphyxie. Voilà autant de complications locales, essentiellement par voisinage. Mais il y a aussi les complications d'ordre général. Puis ce sont des infections. Ces infections peuvent essaimer l'organisme et créer ce que nous appelons une septicémie qui est grave. Très grave. Donc, c'est ça les principales complications, indépendamment des autres petites complications. C'est la raison pour laquelle nous disons que ces infections ne doivent jamais être banalisées. Et quelles sont les principales complications au niveau des manifestations respiratoires basses? Alors, si je considère à nouveau les tiroirs que j'avais évoqués, déjà, pour les manifestations allergiques et l'asthme en tête de file, vous pouvez avoir, sur le plan aigu, un malade qui décède d'un asthme aigu grave. C'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser. Parce que j'entends souvent dire que l'asthmatique vit longtemps. C'est l'asthmatique bien suivi qui vit longtemps. Donc, et qu'on ne meurt pas d'asthme. Oui, et qu'on ne meurt pas d'asthme. Donc, non, mais moi je vous dis très honnêtement que c'est même décourageant de voir les gens mourir d'asthme aujourd'hui alors qu'ils peuvent être suivis. Et malheureusement, quand on n'est pas suivi, on peut ne pas en mourir, mais finir par être caractérisé comme BPCO, c'est-à-dire que l'obstruction n'est plus réversible, et partant, abîmer le cœur, puisque le cœur et le poumon travaillent ensemble. C'est comme si vous prenez une poire que vous pincez et vous tentez de faire sortir l'eau. Vous allez finir par gâter la poire.
Donc le poumon étant, la réversibilité n'étant plus assurée, le cœur tente d'envoyer le sang pour être nettoyé au niveau des poumons. Et malheureusement, comme le poumon est sous tension, finalement, le cœur va s'abîmer. Alors, si on prend le deuxième tiroir, je parle des maladies et donc des séquelles, des décompensations des séquelles. C'est un poumon, c'est un malade qui est déjà en insuffisance respiratoire chronique. Donc, il vit de manière assez précaire. Donc, quand il y a donc, ces exaspérations fréquentes, non seulement on dit que le porteur de tare, s'il ne meurt pas d'autre chose, meurt de cette tare, si ce n'est pas bien suivi. Alors, lorsque nous prenons également les infections, le professeur Oba l'a dit tantôt, que les infections descendent, mais malheureusement, je le dis souvent, mais il n'a qu'à arrêter son problème à l'état supérieur parce que c'est nous qui écouterons toujours. Et c'est pour ça que je dis souvent aux collègues, si vous avez une infection, il faut toujours les chercher la cause en haut parce que la voie d'inoculation est essentiellement aérienne. Donc il faut toujours les chercher, mais c'est malheureusement des choses que l'on néglige. Et quand vous avez cette infection, il a si bien dit, ça peut, donc, dans son évolution, entraîner donc, une contamination du vaginage qui donne du liquide dans l'enveloppe du poumon qu'on appelle les pleurésies, du liquide dans l'enveloppe du cœur qu'on appelle la péricardite, ou même un abcès, c'est-à-dire que le poumon est cloué, et partant, on peut avoir une septicémie, ce qu'il a dit, c'est-à-dire que le gène passe dans le sang et peut être à l'origine de méningite, dont une méningite qui est foudroyante, qui est la méningite à pneumocoque. Voilà. Donc voilà un peu les complications. Donc cela veut dire qu'il faut savoir gérer le problème quand c'est les manifestations hautes pour que les manifestations basses ne surviennent pas. Ben absolument, c'est le professeur Oba qui m'envoie toujours les problèmes. Mais, professeur Oba, c'est vrai que vous avez parlé des jeunes et des vieilles personnes. Est-ce qu'en plus de ces personnes, est-ce qu'il y a des gens plus vulnérables, plus exposés à ces manifestations respiratoires? Oui, tout à fait. Nous avons, vous le rappelez tantôt, c'est vrai, il y a les extrêmes de l'âge, mais il y a tous ces patients, toutes ces personnes qui ont un problème nutritionnel, en particulier les enfants. Vous savez que les malnutritions énergétiques ou bien même tout simplement la dénutrition exposent à ces infections. Mais pas seulement. Vous avez le volet des allergiques, qui sont également des personnes tout à fait exposées. Et vous avez tous les états de promiscuité qui favorisent non seulement la contamination, mais qui favorisent les complications. Et c'est la raison pour laquelle je dis que les infections ne sont pas forcément liées à la pauvreté, mais la pauvreté contribue beaucoup au développement des infections des voies respiratoires. Pour compléter, mon ami, le professeur Ouedraogo Martial, l'ORL et la pneumologie, c'est comme un étage R+1. Le R+1, c'est l'ORL. Le rez-de-chaussée, c'est la pneumologie. Si l'infection n'est pas gérée en R+1, le RDC aura des problèmes. Et ça, c'est vraiment, il a bien dit, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que nous sommes tout le temps ensemble. Et quels sont les principes de traitement des bronchites et des pneumopathies aiguës, professeur Ouedraogo? Alors, les principes de traitement, c'est de savoir, parce que bronchite aiguë, ça veut dire inflammation des bronches. C'est qu'il faut traiter la cause pour guérir la bronchite aiguë. Alors, quand la cause est infectieuse, si elle est infectieuse, elle peut être virale. Quand c'est une cause virale, a priori, il n'y a pas d'antibiotique à donner. C'est-à-dire qu'il faut gérer les signes jusqu'à la guérison. Quand bien même on se laisse aller souvent apprécier les antibiotiques. Alors, quand la cause est allergique, il faut rechercher les allergènes et il faut donc traiter l'allergie pour guérir cette bronchite. Et également, il y a les causes bactériennes. Alors, quand la cause est bactérienne, en ce moment, il y a des signes qui le prouvent. Il y a d'abord les caractéristiques de ce qu'on rejette comme crachat, et il y a également au niveau sanguin quelques éléments qui vous prouvent rapidement que la cause est bactérienne. En ce moment, on donne des antibiotiques. Évidemment,
Il n'y a pas que les antibiotiques. Parce que souvent, quand on propose certaines mesures aux gens, ils disent non, donnez-moi seulement les antibiotiques et ça va passer. Vous savez que souvent, le malade tousse et il crache. Souvent, les expectorations sont lourdes, les crachats sont lourds. En ce moment, il faut donner des médicaments qui vont liser ces sécrétions-là, qui vont être amenées, comme je l'ai dit tantôt. Mais il faut faire attention, quand la personne est un sujet jeune ou bien un sujet âgé, ils ne savent pas cracher, et souvent les femmes. Donc il faut compléter par ce qu'on appelle une kinésithérapie de drainage bronchique. Sinon, les sécrétions descendent plus bas et contribuent à étouffer le malade. Donc, voilà un tout petit peu les différents chapitres qu'il faut aborder pour traiter la bronchite aiguë et la pneumopathie aiguë. Peut-on traiter le rhume ou la sinusite par la pharmacopée, professeur Oda? Alors, avant de parler de la pharmacopée, je pense qu'il faut donner les principes généraux du traitement de ces rhumes et de ces sinusites-là. Un des volets les plus importants, c'est la prévention. C'est la lutte contre tous les facteurs favorisants dont on a parlé ici. Et ça, c'est essentiel. Vous voyez, dans le reportage, vous avez remarqué que les gens portent des masques. Ce n'est pas inutile. Mais est-ce que ces masques-là, on a vu également comment le temps était lourd, de poussière, tout et tout. Est-ce que ça peut réduire, mais est-ce que ça peut freiner? Mais vous l'avez dit, réduire, freiner, oui. C'est-à-dire que ça ne met pas à l'abri entièrement la personne de la pollution, mais ça réduit considérablement les poussières inhalées. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les voies respiratoires supérieures se comportent comme un filtre pour les poumons. Débarrasser les poussières de l'air qu'on respire, l'humidifier, le réchauffer, le conditionner pour le RDC. Et ça, c'est extrêmement important, le RDC, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Voilà. Donc, il y a ça, il faut vraiment... l'un des traitements les plus efficaces, c'est la prévention. Deuxièmement, nous avons ce que nous appelons la désinfection rhinopharyngée, c'est-à-dire les toilettes des fosses nasales et de la gorge, avec des gouttes nasales, avec des colitoires, qui sont le deuxième volet le plus important. Comme le professeur Masser vient de le dire, sur le plan médical, il ne faut pas bondir sur les antibiotiques. Une infection virale n'a pas forcément besoin d'une antibiothérapie si le sujet est en bonne forme. Même les infections bactériennes, il faut que la prescription d'antibiotiques soit vraiment encadrée. Vous savez pourquoi? Pas seulement parce qu'on dépense, mais pour protéger ces antibiotiques contre les résistances. Et c'est extrêmement important. Le troisième volet, lorsque le nez est bouché, on ne peut pas dormir, il faut utiliser un décongestionnant. Mais là aussi, il y a des décongestionnants violents qu'il faut éviter. Pourquoi? On ne fera pas du commerce, on ne fera pas du commercial, mais il y a des décongestionnants rapides qui font qu'on est rapidement soulagé, mais qui créent une accoutumance. Donc ça, c'est des produits pharmaceutiques? Tout à fait, tout à fait. Donc voilà un peu pour le panel du traitement médical, parce que c'est très important. Moi, je pense qu'il faut ça. Maintenant, pour la pharmacopée, mais certainement. Et vous savez que le bon nombre de drogues, bon nombre de produits pharmaceutiques sont inspirés des plantes. Et c'est très important. C'est pour dire que les plantes ont des propriétés curatives, mais il faut là aussi vraiment les utiliser à bon escient et en connaissance de cause. Et c'est dans ça, là, moi personnellement, je n'ai pas une expertise particulière pour le traitement par la phytothérapie, mais il y a des plantes qui ont des propriétés curatives sur le rhume, aussi bien que sur les sinusites. Cependant, il faut vraiment que ce soit encadré. Je crois que nos autorités font beaucoup d'efforts pour réserver une grande place à la pharmacopée dans notre arsenal thérapeutique. Mais est-ce qu'on peut guérir de la sinusite? Toujours avec le professeur Oba. Très bien. Donc, la sinusite, comme je l'ai dit tantôt, je le répète aux étudiants, mais on peut guérir parfaitement d'une sinusite. La sinusite a 3 causes. Ou elle est infectieuse, c'est-à-dire elle est due à un virus ou à une bactérie, ou elle est allergique, ou elle est due à une carie dentaire. Mais si on soigne la carie dentaire, on guérit le malade. Si on traite l'infection, on guérit le malade. Si on fait les soins dentaires, on régule. Maintenant, lorsque les facteurs favorisants ne sont pas éradiqués, il est clair qu'il y aura des rechutes
Et ce n'est pas un problème de guérison, mais c'est un problème de rechute. Donc on peut guérir parfaitement d'une sinusite. Et il faut le savoir. Docteur Lompo, quels peuvent être l'impact de toutes ces pathologies dans sur la qualité de vie du travailleur en général, surtout dans le domaine de l'exercice de son activité? Oui, il est certain que ces pathologies auront un impact donc, sur la qualité de vie et surtout même sur le travail. Si on prend donc déjà l'absentéisme que cela va causer, va entraîner, donc on voit qu'il y a un impact négatif pour les entreprises. Et ces pathologies entraînent une mauvaise qualité de vie. Elles vont jouer sur le rendement même du travailleur. Parce qu'un travailleur qui est là, qui a une rhinite, qui a une sinusite, qui a des céphalées et tout, il va sans dire que même s'il n'a pas un arrêt de travail, son rendement donc sera abaissé. Également, les asthmatiques également ne peuvent pas être rentables au niveau professionnel. Donc vraiment, les conséquences sont assez importantes. D'où l'importance, comme le professeur l'a dit, de la prévention. La prévention à tous les niveaux. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendre-Beugon. Bonsoir à tous. Monsieur Kambiré de la Bougouriba aurait souhaité qu'il y ait sur le plateau des spécialistes venant de tout le pays, de Ouaga, de Bobo, de Koudougou, de Gawa. Et sa question, c'est est-ce que le goitre est lié à une mauvaise respiration ou à la qualité de l'air? Madame Safiatou Ouedraogo de Ouagadougou a une préoccupation. Son fils de 9 mois est constamment enrhumé. Il tousse aussi et les accalmies, c'est 1 semaine au maximum. Quelle attitude est-ce qu'elle doit adopter? Et on lui a dit en consultation que c'est le début d'une pneumonie. L'enfant a été hospitalisé, il a été soigné, mais on les a libérés, mais il continue d'être enrhumé et il tousse. C'est le statu quo, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Bourema Nyambré suit Santé Mag depuis Ouargaï. Il parcourt de longues distances à moto, par exemple pour quitter Ouargaï et aller à Tenkodoro. Et il a constaté que quand il porte un cache-nez pendant le voyage, le soir, il est enrhumé. Il a des écoulements au niveau du nez. Mais quand il ne porte rien, ça va. Sa question, c'est quelle attitude adopter? Est-ce qu'il doit continuer comme ça ou est-ce qu'il y a une qualité de cache-nez qu'il faut qu'il achète pour se protéger? Et il a également entendu qu'il faut se protéger de la poussière quand on travaille, quand on balaye ou en tout cas quand on emprunte des voies poussiéreuses. Et pourtant, il a constaté que les cultivateurs qui travaillent la terre sont rarement enrhumés. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à la poussière que d'autres? Pourquoi? Monsieur Raogo Moïse à Puitenga a constaté que pour faire face aux infections respiratoires, les populations se tournent vers la médecine traditionnelle et les médicaments de la rue. Est-ce que vous conseillez cela? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de recourir aux médicaments traditionnels et surtout aux médicaments de la rue, parce qu'il dit qu'à Puitenga, il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a des dangers? Il s'inquiète également pour les enseignants qui respirent la poussière de la craie à longueur de journée. Est-ce que cette poussière spécifique-là peut provoquer des maladies respiratoires? Madame Ili nous a appelé du Fada. Elle a un rhume qu'elle traîne depuis plus d'1 mois. Et est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude quand un rhume dépasse 1 mois? Parce que certains disent que le rhume se soigne en 1 semaine et elle précise qu'elle est sous traitement, mais ça ne progresse pas, vers la santé en tout cas.
Monsieur Noufessier est à Banfoura. Lui aimerait qu'on lui dise si les émanations dues à la combustion du gaz quand on prépare dans une maison, est-ce que ces émanations-là ne sont pas dangereuses, surtout pour les enfants? Mademoiselle Guigman nous suit depuis Nyoko 1 à Ouagadougou. Elle aimerait qu'on lui parle des conséquences à long terme du diprostène qu'on injectait une fois par mois pour lutter contre les problèmes respiratoires. Elle précise que la personne pour laquelle elle pose la question est allergique à la poussière et qu'après l'harmattan, tout rentre dans l'ordre. Monsieur Papaogba Voltaire Kafando nous a appelé de Koudrou. Il aimerait avoir une idée. Est-ce qu'il y a des vaccins qui existent pour protéger des infections respiratoires? Et où est-ce qu'on peut les trouver au Burkina, s'il y en a bien sûr? Monsieur Souleymane Baguian est à Bobo-Dioulasso. Il dit qu'il est né asthmatique et il estime que les prix des aérosols que eux, asthmatiques, utilisent sont très élevés. Et pour ce mois-là, il en a acheté un à Bobo-Dioulasso à plus de 5 000 francs. Lui, c'est un plaidoyer en direction des pouvoirs publics pour agir en faveur d'une baisse des prix et aider ainsi les asthmatiques. Monsieur Hussein Sanou nous a appelé depuis Bobo-Dioulasso. Il a constaté qu'une de ses connaissances souffre de sinusite et chaque fois qu'il passe plus d'1 heure avec la personne, il est enrhumé. Et sa question c'est, est-ce que les sinusites sont contagieuses? Si oui, que faire pour éviter d'être contaminé? L'autre question, c'est que chaque fois que le personnel de santé parle, on recommande de mettre du beurre de karité dans le nez pour se protéger des infections respiratoires. Est-ce que les matlatums et les autres produits qui sont sur le marché ne sont pas recommandés? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Merci, Donc, je vais répondre à la question de M. Kambiré de la Bougouriba. Il souhaite qu'il y ait des médecins, des spécialistes de tout le pays sur le plateau de Santé Mag. Je voulais qu'il se rassure. C'est ce que nous faisons. Tous les médecins, peut-être les émissions qu'il a eu à suivre, c'est des médecins de Yalgado, de la pédiatrie Charles de Gaulle ou de l'hôpital Blaise Compaoré. Mais il y a des médecins qui viennent de Waiguya, d'autres villes qui viennent, donc il n'y a pas de problème. C'est une émission nationale, donc il n'y a pas de raison que les médecins de toutes les villes du Burkina ne viennent pas sur ce plateau. Est-ce que le goitre est lié à une mauvaise respiration ou à la qualité de l'air? Ok. Professeur Roba. Merci. Le goitre n'a pas de relation avec la façon dont on respire. Le goitre, c'est l'augmentation du volume d'un organe normal qu'on appelle la thyroïde. Et cette augmentation peut être due à 3 principales choses. D'abord, une insuffisance en iode, parce que c'est avec l'iode que la glande travaille. Et quand il y a une insuffisance en iode, l'organe est obligé de travailler 2-3 fois plus pour satisfaire les besoins de l'organisme, premièrement. Deuxièmement, le goitre peut être familial, c'est-à-dire que ça se transmet de l'ascendance à la descendance. Et puis troisièmement, il y a le goitre sporadique. Et ça, c'est une distribution hasardeuse de la maladie. Donc, ce n'est pas un rapport avec la façon de respirer. Ça, je peux lui rassurer ça, mais il faut qu'il consulte, et qu'il consulte en nouvelle. Un bébé de 9 mois qui est constamment allumé, qui tousse aussi, avec des accalmies d'une semaine. Donc, pourtant, quelle attitude adopter? On lui dit en consultation que c'est le début d'une pneumonie. Il a été hospitalisé et traité, mais sa maman constate que c'est toujours le statu quo. Que faire? Professeur Ouedraogo. Alors, de prime abord, il faut déjà signaler une chose, et ma collègue professeur Badoum Bayodé, les gens ont tendance à banaliser la toux. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 grandes causes de toux en apparence native, c'est-à-dire qu'on cherche la cause et on n'arrive pas à trouver.
c'est la rhinosinussite avec éjectage postérieur qui évolue dans un contexte allergique. Il y a l'asthme qui évolue dans un contexte allergique et il y a le reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire qu'il y a une malformation ou en tout cas une défaillance au niveau du frein entre l'estomac et l'œsophage qui fait qu'il y a ce reflux. Alors, donc, ce que je conseille à cette dame, c'est parce que normalement, c'est leur médecin qui devait parce que le système de la santé pyramidal, on devait donc les référer. Mais ce que je conseille à cette dame, c'est donc de consulter un ORL ou bien un pneumologue. Si c'est d'un médecin généraliste qu'il a déjà vu. D'accord. Monsieur Yambré, parcours de longue distance, le jour il porte un cache-nez et le soir il est enrhumé, mais quand il ne porte pas, il n'y a aucun problème. Quelle attitude? Et puis la personne me demande pourquoi cela d'abord et puis quelle attitude adopter? Est-ce qu'il faut-il vraiment porter le cache-nez ou bien il y a des cache-nez spécifiques qui sont plus adaptés? Très bien. Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais enfoncer le clou que mon ami Martial a enfoncé. Nous avons affaire à un enfant de 9 mois qui fait des rhumes à répétition, une toux, qui a déjà développé une complication à type de pneumonie. Cet enfant, selon toute vraisemblance, doit voir rapidement un ORL, parce qu'il pourrait s'agir de ce que nous appelons les végétations adénoïdes, qui répondent soit à un traitement médical, soit à un traitement chirurgical. C'est une recommandation, je pense qu'il faut qu'il consulte. Alors, concernant le cache-nez, je pense qu'il faut qu'il le porte, ce cache-nez-là. Même s'il est enrhumé le soir. Parce que j'ai l'impression que ici, il n'y a pas de raison qu'il s'enrhume davantage avec un cache-nez. Peut-être la qualité de ce cache-nez, parce qu'on en voit de toutes sortes. Hein. Mais il faut, parce que ça vous arrête 30% des poussières. C'est pas rien. Beaucoup. Voilà. Et quand il dit que les cultivateurs n'ont rien, c'est pas exact. Les cultivateurs ont leurs problèmes, ils n'arrivent pas jusqu'à la consultation et ils développent leurs complications en douce. Il faut faire très attention. Hein. Et donc je pense que je lui conseille de porter quand même le masque, là, mais de chercher un masque de meilleure qualité. D'accord. À Puitenga, on constate qu'il y a beaucoup d'infections respiratoires de populations qui se tournent vers la médecine traditionnelle et les médicaments de la rue. Est-ce que cela est conseillé? Sont-ils dangereux, docteur Lampo? Les médicaments de la rue, vraiment, c'est ce qu'il faut proscrire. La pharmacopée, oui, quand elle est bien encadrée, mais les médicaments de la rue, tels qu'on les voit, c'est vraiment pas une solution à adopter. Est-ce que les enseignants qui respirent la poussière de la craie, est-ce que c'est un facteur favorisant, professeur Ouédraogo? Non, je voudrais d'abord revenir sur le thème médicaments de la rue. Et je me rappelle récemment que le professeur Yissou disait que c'est un terme qu'on ne devrait pas utiliser. C'est peut-être les poisons de la rue, mais c'est peut-être pas les médicaments de la rue. Tout à fait. Donc pour en revenir maintenant à votre question, on ne connaît pas à la craie un pouvoir allergisant, mais plutôt un pouvoir irritant. Voilà, donc je pense que si c'est vraiment incommodant, de toute façon c'est mieux qu'elle aille voir... Mais après l'irritation... Non, c'est la personne va tousser chaque fois qu'elle sera en contact avec la craie, mais quand elle ne va pas être en contact, elle ne va pas tousser. C'est pour ça qu'il est peut-être bien que cette personne-là parte consulter un médecin de travail qui va peut-être lui écrire un avis spécialisé. Et si elle est vraiment, elle s'irrite vraiment au contact de la poussière de craie, moi, il faudra une démarche pour la soustraire de cette exposition à la poussière de craie. Un rhume qui traîne depuis plus d'1 mois malgré un traitement, est-ce qu'il y a des motifs d'inquiétude? Professeur Woba. Je pense qu'il y a des motifs d'inquiétude. Ce rhume qui traite depuis 1 mois, ça veut dire que les facteurs en cause ne sont pas éradiqués, ils sont présents. Mais il peut s'agir aussi d'une personne qui a une rhinite allergique. Et cette rhinite allergique mérite d'être explorée. Dieu merci, nous avons actuellement pas mal d'allergologues au Burkina Faso. Ils peuvent vraiment bénéficier des conseils de ces praticiens-là, consulter, parce que ce rhume ne doit pas excéder 1 mois sans cause. Donc il y a des facteurs favorisants qu'il faut rechercher et des facteurs étiologiques qu'il faut rechercher, instaurer un traitement, et je pense qu'on pourra venir à bout de son rhume. Docteur Lampo, est-ce que les émanations liées à la combustion du gaz, quand on prépare, est-ce que cela peut être dangereux pour les enfants? Et la combustion, dans tous les cas,
est dangereuse, et surtout dans un environnement clos, dans la mesure où on a un certain nombre de particules fines qui sont donc libérées pendant cette combustion. Donc, et surtout pour les enfants qui sont vulnérables, je pense que c'est des choses à éviter. Quand on doit faire la cuisine, il faut essayer autant que possible d'aérer les pièces et d'éloigner les enfants. Professeur Ouedraogo, cette personne utilise du diprostène, donc une fois par mois pour lutter contre des problèmes d'allergie. La personne est allergique à la poussière. Donc après l'harmattan, tout rentre dans l'ordre. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Je pense que si j'ai bien noté, il a parlé plutôt de problèmes respiratoires, qui peuvent être des problèmes haut situés ou des problèmes bas situés. Alors je me réserve pour les problèmes du haut appareil, mais parce que si un médicament existe, c'est pour être utilisé. Mais nous ne recommandons pas le diprostène, qui est un corticoïde de longue durée d'action pour le traitement. Par exemple, généralement, on le met dans l'asthme. Nous ne le recommandons pas. C'est aujourd'hui prescrit dans toutes les recommandations, en tout cas pour le traitement de l'asthme. Mais évidemment, ça peut avoir son indication probablement au niveau des voies respiratoires supérieures. Mais manifestement, je ne sais pas trop de quel problème il parle. D'accord. Ok, vous pouvez compléter. Le professeur Martial a parlé à un allergologue. Bon, soit dit en passant, vous n'avez que des allergologues sur la table. C'est pour cela que nos réactions vont aller dans ce sens-là. Il prend le diprostène pour une allergie. À la poussière. C'est déjà pas normal. C'est déjà pas normal dans une conduite de prise en charge des allergies. Une injection par mois, oui. Non. Il faut l'éviter parce que ça ne répond pas à une règle de prescription d'allergologue. Parce que les corticoïdes par voie locale, oui. Par exemple, les pulvérisations nasales, les pulvérisations dans la gorge, les inhalations pour les pneumologues, on peut le comprendre, mais pas le diprostène injectable. Et deuxièmement, le diprostène injectable va induire des complications ostéo-articulaires. Et j'ai déjà un patient qui a ce problème-là, avec lequel on s'embête un peu. Donc, je pense qu'il faut qu'il arrête ça, qu'il consulte un allergologue pour avoir gain de cause. Je profite également pour juste ajouter un petit mot pour la combustion, le gaz de combustion. Ça nous rapproche du tabagisme passif dont on ne parle pas beaucoup dans les familles. Ça a les mêmes conséquences sur les voies respiratoires que ces cuisines à combustion de bois. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Faire attention, voilà. Avec les enfants. Avec les enfants. Okay. Est-ce qu'il y a des vaccins, Voltaire Kafando, ce téléspectateur veut savoir, avoir une idée des vaccins qui existent pour protéger contre les infections respiratoires. Vous en avez un peu parlé. Tout à fait, j'avais un peu parlé de ça. Effectivement, il existe des vaccins pour protéger contre les infections respiratoires. Il existe par exemple des vaccins contre la grippe, il existe des vaccins contre le pneumocoque, contre l'hémophilus, etc. Mais le véritable problème, c'est que au Burkina, c'est vrai, c'est déjà bien. Certains de ces vaccins sont administrés dans le cadre du programme élargi de vaccination. Mais il se trouve que ce programme s'arrête au niveau des enfants. Mais il se trouve que les adultes aussi ont un certain taille qui méritent donc qu'on les vaccine. Donc il conviendrait que les agents de santé qui suivent ces malades puissent identifier les personnes qui doivent bénéficier des vaccins-là, parce que les vaccins sont disponibles en vente, même si dans le cadre du programme élargi de vaccination, c'est gratuit pour les enfants. Donc il existe bel et bien des vaccins pour les aider à lutter contre les infections respiratoires. Professeur Ouba, est-ce que les sinusites sont contagieuses? Parce que la personne, ce téléspectateur dit qu'il a une connaissance qui souffre de sinusite. Chaque fois qu'ils sont en contact, lui, il développe un rhume. Est-ce que c'est normal? Comment faire si c'est possible? En tout cas, si la contagion est possible, comment faire aussi pour se protéger? Bon, je pense qu'il faudrait que l'auditeur nuance le téléspectateur nuance un peu. Il est clair qu'une rhinite aiguë, une sinusite aiguë, due à des bactéries ou due à des virus, est contagieuse. Mais là, c'est dans la phase aiguë. Dans la phase chronique, il n'y a pas de contagion. Il faut déjà qu'il sache, si son ami
a une sinusite depuis 3 mois, 6 mois, je pense qu'il ne court pas de risque. Par contre, si c'est une sinusite aiguë, infectieuse, il y a des risques. Et puis, il y a le beurre de karité. Le personnel de santé recommande d'utiliser le beurre de karité dans le nez. Est-ce que... et puis, est-ce à dire que les matlatums aussi ne sont pas recommandés? Alors, ça, c'est une très belle question. Parce que l'utilisation du beurre de karité, pour ne parler que de ce beurre, est ancestrale. Vous savez, il faut interroger l'histoire pour savoir qu'avant, il n'y avait pas tout le panel de médicaments dont on dispose, et le beurre de karité était utilisé. Vous savez, dans les fosses nasales, il y a une moquette. C'est ce que nous appelons le tapis mucociliaire. Il y a une moquette qui balaie les impuretés régulièrement jusqu'à l'arrière. Mais lorsque vous mettez des beurres épais ou des huiles épaisses, ils paralysent cette moquette roulante. Donc pose des problèmes. Le beurre de karité n'est pas médical. Il a un rôle de protection, tout comme il protège la peau contre le froid. Les principes actifs contenus dans le beurre de karité ne sont pas actifs localement. Il faut faire très attention. Donc le beurre de karité peut être légitime en cas de froid, pour protéger la muqueuse des fosses nasales ou la peau contre le froid. Mais ce n'est pas thérapeutique. De la même façon, les pommades mentholées qu'on utilise, c'est vrai que la menthe a une action décongestive sur les voies respiratoires, mais pas utilisée comme ça. La menthe est utile lorsqu'elle est utilisée en infumigation. Ça, on le voit par exemple dans les produits qu'on appelle la balsophilie mentholée, etc. Donc, en infumigation, oui. Mais en introduction directe, non. Okay. Voilà, il faut faire très attention, parce que ça va créer des lésions locales. D'accord. Je suis sûr que les pneumologues sont d'accord avec moi. Tout à fait. Oui. Ça, c'est un plaidoyer de M. Souleymane Baghian. Il souffre d'asthme, il est né avec. Il dit être né avec, il estime que le prix des aérosols est très cher, très élevé, plus de 5 000 francs pour des malades chroniques comme lui. Donc, c'est un plaidoyer. Donc, j'espère que les pouvoirs publics ont entendu ce plaidoyer. Donc, nous allons à présent découvrir le deuxième lot de questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendre-Bego. Alors, Monsieur Kafando Voltaire à Koudougou voudrait savoir pourquoi certains praticiens prescrivent le chlorphénuramine en consultation. Quelle est l'action de ce produit-là? Est-ce qu'il n'est pas dangereux à long terme ou à usage de longue durée sur la santé de ceux qui le prennent? Et pourquoi certains produits, l'autre question qu'il pose, c'est pourquoi certains produits, comme notamment les sprays contre les angines, sont rares dans les pharmacies. Monsieur Samtouma Stanislas Abobo voudrait avoir une idée des maladies respiratoires qu'on peut prévenir par la vaccination. Madame Chombiano Nadège Claudine Afada dit avoir des crises respiratoires répétitives. Elle a été fait des examens dont les résultats n'ont rien révélé et elle se demande quelle autre démarche elle peut effectuer pour savoir de quoi elle souffre. Monsieur Moussa Sawadougou à Wayuguya dit que sa femme souffre d'un mal que personne ne comprend. Tout a commencé après un voyage à moto et depuis ce sont de violents maux de tête. Les consultations et les autres examens n'ont rien révélé, mais certains à côté, les voisins et certains spécialistes qui n'ont pas de diplôme, disent qu'il s'agit certainement de sinusite. Comment être fixé sur l'origine de ce mal? C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Pourquoi certains praticiens prescrivent le chlorphénuramine en consultation et quelle est son action?
Professeur Ouedraogo. Alors là, c'est l'allergologue qui vous répond et n'importe qui d'entre nous aurait pu vous répondre cette étape. En fait, le chlorphénylamine est un médicament donc, qui est très bien vulgarisé par le CAMES et tout, qui coûte très moins cher, qui est accessible, mais qui est également un antihistaminique, c'est-à-dire un médicament contre l'allergie. Donc, dangereux, je ne le pense pas, parce que c'est un médicament qui est qui a ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché burkinabé, donc qui doit être pourtant, à mon avis, utilisé à bon escient. C'est-à-dire que la personne n'a pas dit dans quel contexte, mais je suppose que c'est de l'allergie, et si c'est de l'allergie, bon, c'est un appoint. Mais il faudrait quand même que la personne consulte pour qu'on aille jusqu'au bout. Parce que le meilleur traitement de l'allergie, c'est déjà l'éviction de l'allergène. C'est le traitement radical. Okay. Pourquoi certains produits comme Angispray sont rares dans les pharmacies, docteur Lompo? Ça, c'est une question qu'il faut peut-être poser aux pharmaciens et aux grossistes. Ça doit être un problème de commande, de coordination pour la disponibilité. Okay. Je pense qu'on a déjà répondu à la question de M. Samtouma qui veut avoir une idée des maladies respiratoires qu'on peut prévenir par la vaccination. Oui, je pense Vous avez que déjà, on a déjà parlé de ça. Quels sont, ça c'est Mme Tchombiano Nadej, parle de crise respiratoire répétitive. Elle a été faire des examens, mais les résultats n'ont rien révélé. Quelle autre démarche peut-elle effectuer pour savoir de quoi elle souffre? Professeur Ouba. Je pense que ça, c'est plutôt une question qui est adressée à mon collègue de la pneumologie. Professeur Ouedraogo. Voilà, ça nous oriente un peu vers un problème bronchopulmonaire. Je ne sais pas, parce que des crises respiratoires, si elles étaient hautes, c'était beaucoup plus précis. Mais parce qu'il y a des examens qui n'ont rien révélé, donc ça fait que... Oui, c'est vrai que je voulais réagir. Même si la personne ne précise pas s'il s'agit de manifestations hautes ou basses, je reviens une fois de plus à ce que j'ai dit, c'est le système de référence. Ce n'est pas le patient qui doit chercher sa solution, c'est le médecin ou l'agent de santé qui doit chercher une solution pour le patient. Si vous recevez un patient qui a un problème respiratoire récurrent, vous faites des examens, vous prétendez n'avoir rien trouvé, mais au moins adresser à un niveau supérieur. Donc je crois que là, c'est beaucoup plus un problème de démarche et la patiente est en train de chercher sa solution alors que c'est nous qui devons proposer la solution et la référence est une solution. Tout à fait. Monsieur Sawadogo Awaïguya, sa femme souffre d'un mal que personne ne comprend. Donc après un voyage à moto, ce sont des violents maux de tête depuis. Donc la consultation et les examens n'ont rien révélé. Mais bon, certains voisins ont détecté, ou en tout cas supposent qu'il s'agit de sinusite. Comment être fixé sur l'origine de ce mal, professeur Ouba? Très bien. Effectivement, dans la croyance générale, maux de tête égale sinusite. Fréquemment, c'est un amalgame auquel on est confronté. Mais dans tous les cas, le premier élément, c'est la consultation. Il faut consulter pour qu'on puisse démarrer un certain nombre d'examens complémentaires qui permettent d'édifier sur le diagnostic. Si c'est une sinusite, je pense qu'une consultation ORS s'impose. Mais sinon, je pense qu'effectivement, ici, il faut consulter. Et une chose, il ne faut pas penser que toute céphalée est une sinusite. Et il faut se rappeler que la sinusite qui fait mal, c'est la sinusite aiguë. La sinusite chronique ne fait pas mal en dehors des réveils. Et quelles sont les manifestations autres que vous rencontrez, que nous rencontrons au Burkina? Est-ce qu'on les rencontre également ailleurs à cette période de l'année? Là, c'est vraiment une très belle question parce que, vous savez, tout ce qu'on a dit concernant les facteurs favorisants, ils sont étroitement liés à l'écosystème. Donc, tous les pays qui partagent le même écosystème, notamment vous prenez les pays au sud du Sahara, nous avons les mêmes vents d'harmattan, aux mêmes périodes. Donc, nous avons les mêmes problèmes. Et tantôt, je disais que la prévalence dans nos consultations est d'environ 10%, que ce soit ici ou que ce soit à Cotonou. Mais il y a d'autres écosystèmes qui favorisent l'infection, notamment les pays froids.
Et également, ils ont leur période d'infection respiratoire aiguë qui ne sont pas forcément les mêmes périodes que les nôtres. Mais le problème se vit partout. Partout. Okay. Donc c'est la même situation pour les manifestations respiratoires basses, professeur Ouédraogo? C'est la même situation, sauf que je voudrais ajouter qu'il y a quand même un cofacteur qui n'est pas négligeant. Parce qu'au-delà du temps, qui est donc sec, qui est empoussiéré, qui est froid, mais en parlant de poussière, il y a certes de la poussière qui est amenée par les vents, mais il y a également de la poussière là qui naît des usagers, etc. De la poussière que nous créons avec ou sans cette période. Je crois que c'est un cofacteur qui n'est pas négligeable. À quel type de poussière? La poussière de rhinombutomées qui sont à Ouagadougou. Moi, je pense que il faudra quand même... Ouais, ça, c'est légion quand même, presque. Oui, c'est légion. Et ça fait que finalement, à un certain moment, on ne sait plus tellement quelle est la part de l'Harmattan avec son temps poussiéré et la poussière que nous produisons de manière endémique au Burkina Faso. Donc je crois que, bon... Effectivement, les après-midi, vers 18h, il y a un nuage épais quand même, que ce soit pendant la période de l'Harmattan ou pas. Absolument, moi je vous dis, fermez même votre armoire et pendant quelques jours, vous l'ouvrez, vous allez voir qu'il y a de la poussière dedans, avec ou sans Harmattan. Donc je crois que bon, il faudra travailler également, à mon avis, à minimiser la part de cette poussière. Évidemment, bon, je pense que c'est complexe, mais il faudra travailler à minimiser. Docteur Lampo, vous voulez prévention, que peut-on faire au plan santé publique? Okay. Par rapport à la prévention, il faut revenir à tous ces facteurs étiologiques, à toutes les causes pour pouvoir donc proposer des solutions. Donc si on prend donc, les comportements des usagers, des personnes, on a parlé des routes non bitumées, mais on voit plein d'usagers qui font de la vitesse sur ces routes non bitumées. Voici un comportement qu'il faudra peut-être essayer de changer. On prend la pollution due aux véhicules, à nos engins, aux véhicules et tout. On peut demander à la population déjà d'essayer d'entretenir les engins, d'essayer d'entretenir les véhicules, faire des révisions donc périodiques et demander peut-être à l'État également d'avoir une politique de renouvellement non seulement du parc automobile, mais également une politique qui limite l'âge des véhicules donc, qui sont importés au Burkina. Et on a d'autres, par rapport aux équipements de protection individuelle, on a parlé des masques. C'est vrai que les masques que nous utilisons, ce n'est pas l'idéal parce qu'il y a beaucoup de poussière que ça ne peut pas arrêter, mais à défaut, on peut demander à la population autant que possible d'utiliser ces masques, de les laver régulièrement ou les changer régulièrement, parce qu'il ne s'agit pas de garder le même masque pendant plusieurs jours. Voici un peu quelques éléments de prévention. Et sur le plan médical, professeur Ouédraogo? Pour la prévention, bien sûr. La prévention, c'est ce que, d'abord, c'est les vaccins, pour ceux qui doivent donc être vaccinés. Et il y a également le suivi régulier des patients. Parce que vous voyez que ça revient, il y a l'asthme, c'est les séquelles, etc. Il faut que les patients se fassent suivre. Et également la consultation précoce. C'est ça, parce que les gens ont l'air de banaliser les symptômes respiratoires, il faut une consultation précoce. Donc je crois que si tout ça s'est fait, on va contribuer à minimiser donc, les affections respiratoires. Pour terminer, professeur Ouba? Alors pour terminer, je pense que c'est une très belle émission qui a porté sur un sujet d'actualité. Et je voudrais souligner 2 points. Le premier point, c'est que les infections respiratoires sont extrêmement fréquentes. Les complications, nous avons vu qu'il y a des complications graves, notamment les méningites, les otites, mais aussi les infections des voies respiratoires inférieures. Une complication qu'il ne faut pas oublier, c'est les complications liées aux angines, qui ne sont pas des complications immédiates, mais des complications à long terme et qui font tout le danger des angines. C'est des complications qu'on fera vers 30-40 ans, notamment le rhumatisme articulaire aigu, les problèmes rénaux et les problèmes cardiaques. C'est la raison pour laquelle nous enlevons d'ailleurs les amygdales palatines. Deuxième élément, c'est la prévention sur laquelle mes collègues ont beaucoup insisté, et la consultation précoce. Et bien entendu, je terminerai en disant merci à la TNB
à vous-même et à toute votre équipe de nous donner l'occasion de communiquer avec la population et de faire passer des messages. Merci. Merci à vous également d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.